Bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Contre toute attente, il n'y a personne qui nous attendait là, il n'y a aucun couple, aucun professionnel qui nous attendait finaliste et on n'était pas du tout dans les favoris. Ils voyaient qu'on était un potentiel, mais jamais pour se rendre directement en finale. Mais ce moment-là de joie, que j'essaie de garder que la joie, en fait, il n'y a personne qui va pouvoir me l'enlever. Je suis Solène Rigoulet et chez moi, le sport est une histoire de famille. C'est ancré dans mes gènes puisque très tôt, je développe une passion pour l'Olympique Lyonnais et les sports d'hiver. Passion qui évolue et grandit toujours aujourd'hui à tel point que maintenant j'aime tous les sports. Et ce que je préfère surtout, c'est encourager les athlètes tricolores. Ici, tu entends parler de toutes les disciplines et de toutes les pratiques. Et aujourd'hui, c'est un double champion du monde de danse qui témoigne dans Tribune et Podium. La danse lui a tout donné, ses plus belles années comme les plus difficiles. Christian Millette nous raconte le harcèlement subi au sein de sa fédération canadienne alors qu'il n'était qu'un enfant. Il parle aussi de son expatriation en France, un départ qui lui a permis de tourner la page. Ensemble, on discute de ses 10 années à fouler le parquet de Danse avec les stars. Et parce qu'il a la danse dans la peau, je lui demande à quoi ressemble la suite de sa carrière. Je te souhaite une très bonne écoute avec Christian Millette et ensemble, vibrons plus fort. Comme beaucoup, je regarde les émissions de divertissement à la télé, certaines plus assidûment que d'autres, et c'est là que je découvre mon invité du jour. Je le vois transmettre à l'époque sa passion sur le parquet de Danse avec les stars et je crois que mon meilleur souvenir de danse avec lui, c'est avec sa partenaire streameuse Bagheera Jones dans Danse avec les stars d'Internet. Il est littéralement au service de sa danseuse pour qu'elle puisse se sentir libre dans ses pas et surtout dans son corps. Et c'est là que l'homme derrière le danseur se révèle, qu'il montre une part de sa personnalité et surtout son amour des autres. Alors Christian Millette n'est pas que ça et je suis ravie qu'il soit avec moi aujourd'hui dans Tribune et Podium. Bonjour Christian. Bonjour Solène. Très contente de te retrouver aujourd'hui. Oui. Déjà, je vais te demander de te présenter sans me parler de sport. Sans parler de sport, donc Christian Millette, je suis évidemment québécois. Non. C'est vrai qu'on me connaît ici surtout par rapport à la danse, mais j'ai eu plusieurs vies au Québec. J'ai fait des études, j'ai travaillé en préhospitalier. J'ai étudié en criminologie et en technique informatique. J'ai toujours été passionné par l'apprentissage, mais pas à l'école. C'est curieux. J'étais juste pas clair dans ce que j'avais envie et les sujets à l'école, ça me plaisait pas spécialement. Donc, c'est après que je me suis rendu compte que j'aimais apprendre. Donc, c'est pour ça que quand il y a aujourd'hui quelque chose qui me plaît, ben, j'y vais. Ouais, je suis un mec qui est passionné en général et c'est ça qui mène mes projets. Et est-ce que tu peux me dire un petit peu quelques mots sur ton sport? Et mon sport, ben, qui est la danse, donc le sport, la partie sportive, puisqu'il y a certaines personnes qui disent que c'est seulement un art, mais la danse sportive, ça a été vraiment accrédité par le Comité olympique, je crois, en l'an 2000. La danse, pourquoi sportive? En fait, on a un apprentissage d'une chorégraphie. Et en fait, on va la perfectionner au maximum et on fait 5 danses de compétition par style. Mais nous, on était avec mes partenaires, on faisait les 2 styles de danse sportive. C'était donc quoi les ton danses style latines. Donc, Okay. les latines qui est le cha-cha, la rumba, samba, passo double et jive. Les danses standards, valse lente, tango, valse viennoise, foxtrot et quick-step. Donc, il y a 5 danses dans chaque. Sur les compétitions de danse, on peut avoir des qualifications jusqu'en finale, à peu près une trentaine de danses à faire, par exemple, pour un championnat. Et à la fin, les demi-finales et les finales, c'est d'affilée. Et donc, c'est 2 minutes par danse. Donc, on danse pendant 10 minutes d'affilée. Donc, c'est pour ça, c'est tout le côté sportif, athlétique, aussi, endurance et perfectionniste. Pour qu'on revienne quand même sur le début, toi, t'es né dans une famille de danseurs. Ouais. Ça t'a jamais effleuré l'esprit de faire autre chose? Oui. Mais quoi? Je savais pas trop. C'est pour ça que j'ai changé un peu dans plusieurs sphères. Mais c'est vrai qu'au niveau artistique, c'est la danse qui me convenait le plus. Je peux pas dire que j'étais passionné par la danse au début parce que pour moi, c'était tout à fait normal, en fait, de danser. J'ai eu ce déclic de me dire que vraiment j'aimais la danse et que j'étais passionné par la danse quand je me suis rendu compte que c'est la compétition que j'aimais moins.
Et à ce moment-là, je me suis dit, ah oui, donc c'est tout ce que j'aimais pas finalement de la danse, c'est pas la danse, c'est le fait que ce soit compétitif. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, OK, ben finalement, je suis au bon endroit. Mais c'est vrai que je me suis questionné. Ça a mis combien de temps à ça a été arriver? long. Ben, quand j'ai commencé à faire les finales mondiales à l'âge adulte, donc je devais avoir à peu près 20 ans, 21 ans, 22 ans, et qu'à ce moment-là, à un moment donné, j'ai perdu ma partenaire. Je me suis rendu compte que j'avais tout misé sur la danse, mais qu'en fait, ça pouvait s'arrêter n'importe quand. Et là, je me suis dit, attends, mais est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je fais la bonne chose? Et là, j'étais assez vieux pour me questionner. Qu'est-ce que je veux pour mon futur? Est-ce que je continue à d'étudier? Est-ce que je recommence encore à zéro avec une autre partenaire? Et voilà, c'est là que je me suis... Est-ce que tu te rappelles les premières fois où tu vas t'entraîner quand tu es jeune ou même que tu as des compétitions, ce que tu ressens? Est-ce que c'est de la pression parce qu'il faut être à la hauteur de cette famille de danseurs ou est-ce que il y a quand même un peu d'excitation de la compète, de prouver Ben, en fait, c'est pour ça que c'était un peu contradictoire parce que j'aimais les compétitions. Mais finalement, ce que j'aimais de la compétition, je pense que c'est le côté spectacle, le côté d'aller me mettre en scène. Pour moi, c'était moins stressant faire une compétition que faire des répétitions en groupe. Je trouvais que les gens, ils te regardent pas de la même façon. Souvent, quand dans les répétitions, les gens te regardent ou t'inspectent un peu plus parce que normalement, c'était compétiteur. Et là, tu vois, j'étais pas très à l'aise sur les répétitions. Souvent, je répétais seul ou à part. Mais quand j'étais en compétition, j'adorais me montrer ce que j'avais fait. J'avais une dose d'adrénaline. Donc, et je pense que c'est ça que j'étais capable de mettre avec ma carrière d'aujourd'hui. Le fait d'avoir fait Danse avec les stars, d'avoir été à la télévision, même si ça reste une certaine compétition, les danseurs, on n'est pas en compétition les uns les autres. Et même en vrai, le niveau de danse n'est pas le même. C'est pas une vraie compétition de danse. Ça reste quand même une émission de télé de divertissement et c'est plus ça qui me plaît. En fait, la scène, même pour les workshops que je donne aujourd'hui, je le vois plus comme un one-man show. Je suis plus dans une idée de spectacle, le mise en spectacle, scène, voilà. Nous, en France, Dals, ça a amené quand même la danse à un autre niveau de popularité. Toi qui as grandi au Canada, est-ce que la danse, c'est un sport populaire là-bas ou c'est quand même assez fermé comme milieu? C'est assez fermé. Il y a une période que c'était assez populaire dans les années 80, même 90. En fait, c'était quand même quelque chose qui était assez reconnu, surtout au Québec. Je ne sais pas pourquoi, plus au Québec qu'au Canada. Les meilleurs danseurs de l'époque, ils venaient tous du Québec. Ceux qui représentaient le Canada, en fait, c'était pratiquement que des Québécois. Et même moi, à ma génération, quand je faisais les finales canadiennes, il y avait un ou deux couples qui n'étaient pas québécois, mais la plupart, c'était des Québécois. Ouais. Donc, il y a eu toujours une très grosse... Et du coup, il y avait beaucoup de public aussi sur les compètes et tout? Ouais, c'était gros quand même. On avait toujours des championnats, des gros championnats mondiaux qui venaient, des juges internationaux qui venaient quand même. Il y avait quand même une bonne... mais parce qu'on est aussi proche des États-Unis, la danse est quand même assez connue aux États-Unis. Pour contextualiser un petit peu avant qu'on rentre dans le vif du sujet, sur les compètes de danse, tu représentes le pays d'un des deux partenaires. Il y en a un des deux qui doit représenter, qui doit avoir son passeport. Ouais. Et l'autre doit quand même être résident ou la plupart du temps, parce qu'il y a toujours des exceptions. Oui, parce que quand tu as dansé avec Denitsa, vous avez eu quelques exceptions. Ben, en fait, quand on a représenté, parce qu'une fois qu'on a fait notre carrière au Canada, et c'est vrai qu'on s'est fait offrir une passe pour pouvoir aller représenter la Bulgarie, ils ont accepté le fait qu'on n'habitait pas en Bulgarie. Parce qu'elle avait quand même la nationalité, c'est ça. Mais sur les règles internationales, ça n'en prend juste un des deux pour pouvoir représenter le pays. Donc après, ça dépend de chaque pays. Des règles des pays, Voilà, il y en a pas. Au Canada, ils essaient au moins d'avoir que des résidents. Je pense que c'est la même chose aux États-Unis. Donc même si tu n'as pas ton passeport, il faut au moins que tu habites là-bas. C'était un nouveau partenariat. Ça faisait peut-être 1 an et demi qu'on dansait ensemble avec Claudia, je peux dire. Hein, on a dansé ensemble pendant 3 ans. En fait, c'est vrai que j'avais monté dans les résultats et en fait, on était propice à être les prochains champions canadiens. Et au championnat canadien, qui était notre premier championnat canadien, qui était juste avant la date que je vais te dire, on est arrivé donc deuxième
deuxième dans les danses latines et deuxième dans le championnat du monde d'e-danse. À savoir que le championnat du monde d'e-danse, c'est comme un combiné de toutes les danses en fait qu'on a. Donc, ce combiné-là, étant donné que c'est particulier, c'est un représentant seulement parce que c'est beaucoup de danse. On peut pas faire beaucoup de qualifications, c'est beaucoup de mandants, donc c'est un représentant par pays. Donc, étant donné qu'on était deuxième, on pouvait pas représenter et malheureusement, le championnat se passait au Canada et donc on était un peu déçus, mais en même temps, on était un nouveau couple. Le couple qui était en place il était déjà champion depuis des années. Donc, on s'était dit, oui, c'est tout à fait normal et c'est pas grave, on fera le premier. Et de fil en aiguille, moi, mon père, il a toujours travaillé avec la visualisation. Ça a été un gros impact pour moi parce que moi, je n'étais pas un très grand croyant, je ne suis pas spirituel, je ne suis pas vraiment religieux, même si ma mère, elle l'est un peu plus. Mais mon père, en fait, est il est dans la vente et il est beaucoup dans la visualisation. Et il m'a appris cette technique de visualisation que je ne croyais pas, mais que je faisais pareil. C'est quand même particulier. Mais ce qui a fait en sorte que toute cette période-là, je l'ai visualisée et ça s'est passé. Donc, j'ai visualisé que j'allais faire ce championnat et comme par magie, ce couple-là a décidé de tourner professionnel et donc de nous laisser la place pratiquement gratuite sur le plateau d'argent quelques mois avant. C'était aussi le fait que juste avant, on avait les championnats du monde de danse latine. Donc, c'est juste les danses latines. Et qu'on arrive dans les quarts de finale mondiale, ce qui ne s'était pas vu depuis quelques années pour le Canada. Donc, c'était encore quelque chose d'invraisemblable. Et on arrive sur ce championnat du monde d'e-danse qui se passe donc à Vancouver, dans notre pays. Et donc, déjà qu'on est reçu extrêmement bien parce que c'est chez nous. C'était pas chez moi parce que c'était dans l'Ouest, mais ça reste que c'est le Canada. Et qu'il y a une ferveur aussi peut-être autour des danseurs canadiens parce que vous représentez le pays. Oui, puis en fait, parce que le pays est très, très grand, c'est pour ça que c'est difficile des fois à comprendre, mais c'est vrai qu'à Vancouver, on y va moins souvent. On avait fait en sorte de pouvoir se présenter sur chaque province pour pouvoir, faire un peu le tour de toutes les provinces parce que ça reste que faut que tout le monde puisse te voir pour pouvoir avoir des bons résultats à la fin. Donc, on fait ce championnat-là. C'était le 22 février 2003. Ça fait longtemps. Hein? C'est la moitié de ma vie que j'ai fait depuis ce temps-là. Parce que ça fait 21 ans et j'ai 42. Donc, voilà, ça fait pile poil la moitié. Pour moi, c'est un jour incroyable parce qu'on venait justement de faire des super résultats internationaux, mais on s'attendait à pas grand-chose parce que c'est un championnat qui est très difficile. À cette époque-là, il y avait beaucoup de gens, beaucoup de très, très bons couples qui faisaient ce championnat-là. Et en fait, les Canadiens, ils n'avaient pas l'habitude de se classer très, très bien. Et donc, nous, on s'était dit, bon, au mieux, on fait un top 15. Oui, OK. Voilà. Tu vois pas plus loin dans ta vision. Non. Okay. Non, les derniers couples, ils se classaient 25, 26e. Ah ouais, okay. Donc, étant donné que nous, on était les deuxièmes de notre pays, on s'attendait pas à faire plus que 15. Pour nous, c'était déjà super, quoi. Top 12 peut-être. Et donc, on va là sans trop penser. Et au fur et à mesure des rondes, on se rend compte que, en fait, on passe, quoi. Et finalement, quand on passe pour la finale, là, ce qui était un truc invraisemblable, en fait, c'est pas ma plus grande réussite à vie, mais c'est ma première plus grande réussite. Et c'est là que j'ai compris que je pouvais vraiment croire en moi, que je pouvais vraiment croire au potentiel mondial. Et c'est mon père qui nous avait fait la visualisation. Il m'avait dit, qu'est-ce que tu visualises? Moi, j'ai dit, bon, on va visualiser les demi-finales. Et mon père a dit, bon, si tu veux visualiser la demi-finale, si tu veux faire la demi-finale, faut que tu visualises la finale. Parce qu'il dit, tu peux pas visualiser exactement ce que tu veux avoir parce que tu vas toujours avoir moins. Et donc, il m'a dit, je suis finaliste de championnat du monde. Et donc, très, très clairement, c'était partout dans ma maison. C'était sur mon plafond, dans mon agenda, sur ma télévision, dans les livres que j'avais. Dans la douche, aux toilettes. Partout. Et à un moment donné, en fait, ça devient tellement normal que tu les vois plus, tu les lis plus, tout ça. Ça devient juste que ton subconscient, il le voit et il le prend comme une information qui est réelle. Très curieusement, je ne croyais pas du tout, mais bon, Jésus y croire parce que contre toute attente, il n'y a personne qui nous attendait là, il n'y a aucun couple
aucun professionnel qui nous attendait finaliste et on n'était pas du tout dans les favoris. Ils voyaient qu'on était un potentiel, mais jamais pour se rendre directement en finale. Évidemment, c'est toujours un coup de pouce quand le championnat se fait dans ton pays, mais ça reste que c'est un panel international. Il y a des juges de partout dans le monde. Il y a quand même 9 juges. Le seul juge du Canada, c'est pas lui qui nous a le mieux classé de toute façon, parce que ça reste toujours dans la politique qu'on parlera plus tard. Mais ce moment-là de joie, que j'essaie de garder que la joie, en fait, il n'y a personne qui va pouvoir me l'enlever. Et j'ai eu la chance de faire mes 2 finales mondiales chez moi au Canada. Et les 2 fois, c'était toujours dans des situations un peu invraisemblables et toujours un peu politiques. Mais... Parce que du coup, là, vous terminez combien? Du coup, on finit 6e de la finale. On est les derniers, mais ça reste quand même, on est 6e au monde. Parce que une demi-finale, c'est à 12 couples. Une finale, c'est à 6. Oui, c'est les 6 meilleurs qui se qualifient. C'est ça. Et après, on danse tout le monde en même temps sur le parquet. Et donc, on arrive 5e des danses latines et 6e des danses standards. Et puis, ça fait un total de 6e, mais qui est exceptionnel. Voilà, mais peu importe le résultat, finalement, c'était déjà d'être... Enfin, le résultat de la finale, c'est ça, c'est être finaliste. Être finaliste, ça veut dire que tu as eu assez de votes pour pouvoir faire cette finale. Donc, ouais, c'est extraordinaire. Ouais. Et toi, ce jour-là, tu le vis un peu en demi-teinte, à la fois la joie extrême d'avoir visualisé cette finale, d'y être arrivé pour la première fois à ces championnats du monde, et en même temps, une déstabilisation de la part de ta fédération. En fait, je me suis battu avant, parce que c'est avant qu'on a essayé de me déstabiliser. Le moment de ma victoire, pour moi, c'était juste un bien bon pour vous. En fait, bien bon pour avoir tenté de venir contre nous. Le avant, c'est qu'on a essayé en fait de nous déstabiliser. On portait des costumes et en fait, on était toujours, oui, à cheval sur les règlements, mais on faisait toujours partie des règlements et c'était des costumes qu'on avait déjà portés auparavant, en tout cas pour ma part. Et puis, c'est notre propre président canadien qui préside la compétition, en fait, qui demande aux délégués internationaux de venir nous avertir de ne pas porter ce costume. Et je me dis, mais à quel moment, en fait, c'est ton propre pays qui te dénonce chez toi pour pas que tu gagnes, quoi. Pour pas que tu passes... C'est lié à quoi? Moi, il y a des préférés, c'est pas vous. Non, il y a l'histoire, en fait, que moi, mon père a toujours été très impliqué politiquement, mais au niveau professionnel. Mon père, il danse plus, tu vois, il fait partie des associations, il a déjà été président, il a déjà été secrétaire, etc. Il a toujours été... Et évidemment, ils ont des votes pour pouvoir faire des règlements, pour faire des règles, etc. Moi, étant amateur, la seule façon qu'ils avaient un peu de pouvoir toucher à mon père, c'était de me toucher moi. Et donc, j'ai subi, je ne vais pas faire culpabiliser mon père, mais c'est un peu à cause de ça, je pense que j'ai subi beaucoup, beaucoup dès le plus jeune âge. Hein. Dès le plus jeune âge, j'avais 9-10 ans, en fait, je subissais déjà l'intimidation dans les résultats, et verbalement, et psychologiquement. Ça se ressentait dans les notes, parfois? Oui. Je suis déjà arrivé, je venais de faire un championnat du monde en Angleterre, j'avais 9 ans. J'ai 9 ans quand même, il faut que tu y repenses, mais... Et je reviens chez moi et j'arrive 2e, alors je suis tout seul. Ça veut dire qu'il y a la majorité des juges qui m'ont mis 2e contre personne. Et normalement, ce résultat-là, en fait, c'est quand quelqu'un est hors tempo ou s'est trompé dans sa chorégraphie. Pas quelqu'un qui est finaliste au championnat du monde. Donc c'est là que, très jeune, j'ai compris, en fait, que ça allait pas être simple. Et niveau politique, à un moment donné, il y en a qui sont de contre ton côté, il y en a qui sont pas de ton côté. Mais moi, ce qui a fait la différence, je pense, c'est vraiment le fait que mon père était impliqué politiquement. Et puis, donc, il y a des fois que ça passe bien et des fois que ça passe pas. Et là, dans cette finale où vous finissez 6e, il y a eu la déstabilisation de la part de la Fédé. Ouais. Comment ça se passe après? Parce que vous faites 6e alors que personne vous attendait à ce niveau-là. Est-ce que ils font semblant d'avoir rien fait pour vous soutenir, vous mettre un peu sur le devant de la scène, ou au contraire, ils en ont rien à faire de votre résultat, on passe à autre chose? Passe à autre chose. Ah ouais, ok. De ce côté-là, après, le côté... parce qu'évidemment, le Canada est très, très grand. Donc, le président de la Fédération canadienne était de l'Ouest, donc était de la Colombie-Britannique. Donc, étant donné qu'on ne se voit pas trop, il n'y avait pas trop de relations à avoir.
Donc, c'est vrai, de ce côté-là, de l'autre côté, oui, ça a été un réel impact. De toute façon, c'est là que la plupart des danseurs, ils étaient, hein, du Québec, de l'Ontario et tout ça. Donc, oui, là, ça a eu un plus gros impact. Mais moi, je visais déjà plus l'international. Donc, je me suis pas trop concentré là-dessus, je vais t'avouer, parce que j'avais déjà des plaies ouvertes de toutes ces associations-là. Oui, si ça a commencé dès l'âge de 9 ans, tu avais l'habitude, malheureusement. Donc, j'ai vite compris que si je voulais faire carrière, de toute façon, c'est par moi-même que j'allais la faire. On n'allait pas nécessairement m'aider pour... C'était plus très grave rendu là. Cette finale, elle marque un tournant pour toi parce que tu te rends compte au niveau sportif que tu as la possibilité de voir vachement plus grand que ce que tu avais fait jusque-là. Et en même temps, du coup, il y a cette réalisation de il va falloir que je le fasse tout seul et je vais me débrouiller tout seul, on viendra pas m'aider. J'étais quand même bien entouré parce que j'avais quand même des choix de coach qui étaient avec moi. Mon père, mes parents ont toujours été là. Mon père, ma mère, ils ont toujours été hyper présents pour moi. Donc, on avait quand même une équipe avec nous. C'était pas une période qui était facile, je vais t'avouer. Ouais. Et comment se passe la suite, du coup? Qu'est-ce qui se passe après cette finale? Peut-être avec ta partenaire, tu dis que vous n'avez pas dansé si longtemps que ça, 3 ans ensemble? Non, parce que... Ouais, ça a été compliqué aussi, cette relation. Ça n'a pas été la meilleure relation que j'ai eue avec mes partenaires de danse. Et c'est pour ça que... peut-être pour elle aussi, c'était difficile de voir ça. C'est difficile, ouais. Et je veux pas trop aller dans les détails, parce que si jamais elle écoute le podcast, je veux pas trop aller dans ces détails-là. Mais il y avait beaucoup trop d'interférences. Je pense pas que c'est nécessairement entre elle et moi que c'était plus compliqué, mais ça rendait tout compliqué parce qu'on était jeunes. Ouais. Et puis, à un moment donné, c'est que tout le monde veut gérer notre carrière, notre place. Et c'est ça qui est un peu... tu sais, je vois la différence aussi avec les sportifs. Quand ton entourage commence à vouloir un peu manipuler, tout le monde tire un peu sur son côté, tout le monde va avoir un peu de toi parce que tu es champion, tout le monde va avoir sa part du gâteau. Ben, en fait, c'est très dur de se concentrer, c'est très dur de se donner à 100% parce que tu sais plus qui plaire, tu sais plus qui suivre, tu sais plus vraiment de quelle direction aller. Et je pense que c'est ça qui a été un peu fatal parce qu'au fur et à mesure, en fait, on s'est fait empoisonner par les énergies autour qui n'étaient pas nécessairement négatives, hein, mais qui font en sorte que ça devient négatif parce qu'il n'y a pas de symbiose. Et c'est par la suite que j'ai compris, en ayant un autre coach, des coachs de New York, qui, je leur avais demandé, en fait, c'était quoi qu'est-ce qui avait fait en sorte que leur carrière elle avait aussi bien fonctionné. Ils ont dit, ben nous, on a eu 2 coachs sur toute notre carrière et on s'est jamais re-questionné. C'est qu'en fait, à un moment donné, tu traces. Des fois, tu n'as pas les bons résultats ou tu n'es pas bien placé politique, mais en tout cas, tu es capable de te concentrer sur ton but et donc, du coup, tu n'es pas toujours constamment mélangé par tous les discours. Mais quand tu es jeune et indécis comme moi, parce que je suis balance, indécis en permanence, et tu es en construction, ouais. Ma santé mentale, à l'époque, n'était pas non plus à 100%. Ma vie personnelle, c'était pas ouf. J'étais beaucoup en questionnement sur toutes les sphères de ma vie. Donc, c'était pas simple, quoi. Donc, c'est, ouais. Here, Danita and Christian with the samba. Comment revient cet amour de la danse, en fait? Parce que, tu vois, là, tu nous dis que c'était compliqué, etc., malgré cette belle place en finale. Aujourd'hui, on le sait, dans ton palmarès, t'en as des titres de champion du monde, t'en as eu. Donc, derrière, t'as su rebondir. Mais comment tu t'arrives justement à retrouver de l'air un peu dans toute cette dynamique un peu mauvaise? Ma belle rencontre là-dedans, ça a été Denitsa. Contre toute attente, parce qu'à l'époque, elle voulait pas spécialement faire ça. En fait, c'était qu'un loisir. Elle était pas du tout là, mais pour le coup, moi, je voyais plus en fait, je me suis dit, faut que le centre soit bienveillant. Et j'ai dit, si au moins on a le centre qui est bienveillant. Mes parents, je sais qu'ils sont bienveillants. Je sais qu'on est capable d'avoir des coachs. Comme j'ai eu Jean-Marc Généreux comme coach, on a eu des gens qui étaient bienveillants comme coach. Si le centre est bon, on va pouvoir grandir, peut-être tranquillement, mais plus grandir avec notre énergie positive. Ça n'a pas été plus simple parce qu'il y en a qui ont quand même essayé, mais au moins, j'avais pas peur de cette relation avec Denitsa. Je savais qu'on était une équipe, je savais qu'on était un bon partenariat et en fait, on a pu grandir à travers ça et c'est pour ça qu'après, on s'est dit, OK, si ça fonctionne pas ici, on va l'essayer ailleurs.
C'est là qu'on est allé en Bulgarie. Mm. Et là, moi, je me suis dit, mais attends, on a des opportunités pour faire de la télévision. C'est peut-être ça, en fait, qu'il faut faire. Et puis, c'est là qu'on a commencé. J'ai convaincu Denitsa Ouais, à tu faire... l'as tiré un peu. J'ai un Hein. peu tiré de force. Mais je me suis dit, attends, faut que je l'aille avec moi. Elle, tu sais, c'était comme un peu mon porte-bonheur. Donc, il fallait que je l'amène avec moi. Donc, je l'ai un peu tiré de force. Bon, aujourd'hui, je pense qu'elle est heureuse. Mais, mais à l'époque, je pense que c'était un gros défi pour elle. Mais je me suis dit, je peux pas faire quelque chose de nouveau Mm. sans quelqu'un, en fait, sur qui je peux compter. Et c'est pour ça que je l'ai amené au départ sur ces auditions. Quand vous devenez champion du monde en représentant la Bulgarie au Canada, Ouais. parce que le championnat du monde à ce moment-là, il est au Ouais. Canada, ça doit être un mélange d'émotions pour toi. Enfin, Très ça gros doit être mélange terrible. d'émotions. Très gros mélange parce qu'en fait, on revient. Moi, à l'époque, quand j'ai décidé de plus redanser pour le Canada, et j'ai aussi décidé de ne plus danser au Canada. Et donc, la seule façon que je pouvais revenir danser pour le Canada, c'était pour un championnat officiel comme un championnat du monde. Et donc, ça donne que c'est le championnat du monde qui arrive tout juste après So You Think You Can Dance, où moi, je fais la finale, Denitsa fait la demi-finale, on est épuisé. On n'a pas dormi, ça fait 3 mois pour faire des styles comme tous les autres styles qu'on n'a jamais fait, contemporain, hip-hop, jazz, Bollywood, nommez-les tous. Et donc, on est crevé parce qu'on pensait jamais se rendre aussi loin. On n'a pas dansé ensemble depuis... L'émission dont tu parles, c'est une émission américaine. C'est une émission, alors c'était la version canadienne Ok. qui part d'un concept qui était américain, mais qui a eu en France sur une saison, ça a été Ok. rapide, qui s'appelait You Can Dance. Ok. La vraie version, ça s'appelle So You Think You Can Dance. Mm. Moi, j'étais un peu plus âgé que les autres, donc moi, je me suis dit, bon, je vais faire peut-être C'est marrant, quoi. Mais... faire 2-3 émissions, puis je vais voir Mm. si ça m'intéresse, et puis après ça me donnera une idée, peut-être si je vais aller faire dans sa clé star aux États-Unis. Tu vois, c'était un peu ça l'histoire. Finalement, ben non, en fait, j'arrêtais pas. Quand j'ai terminé l'émission, on avait 2 semaines pour se préparer pour le championnat du monde. On s'était pas retouché de danse en tant que danseur depuis ce Wow. temps-là. Donc, on s'est dit, OK, ben de toute façon, on dort pas, ça fait 3 mois. Donc, on va continuer 2 semaines à pas dormir. Et puis, ça va être bon, on va pouvoir répéter. Donc, on faisait 8 heures le matin jusqu'à 20h, 22h le soir de danse pour se préparer pour les 10 danses. On était tellement dans un entraînement d'endurance que finalement, en fait, on a été super bon. Super bon et on dansait différemment. Et quand on est arrivé devant tout le monde, c'était drôle parce que les gens ne comprenaient pas pourquoi on avait un drapeau bulgare, parce que les gens, évidemment, ils nous connaissent. Ouais. Il y en a qui ne connaissent pas cette politique, donc se faire présenter pour Et puis la que Bulgarie. Denitsa parle très bien français, Ben oui, québécois. et on vit au Canada. Oui, voilà, surtout, c'est c'est ça. que... Oui, il y a ce drapeau, mais pourquoi Pourquoi? Et donc, du coup, donc ça a été un coup parce que, bon, on se faisait quand même encourager énormément parce finalement, on était quand même un peu chez nous, hein, même beaucoup. Mais du coup, c'était un bon pied de nez de faire cette finale mondiale. Et encore contre toute attente, il n'y a personne qui nous attendait là. Même pour nous, en fait, Denitsa, elle était prête à aller se changer. Elle voulait même pas. Elle était sûre qu'elle faisait pas la finale. Donc, du coup, ça a été un gros truc et très, très mélangé parce que finalement, après ce moment, cette finale, les gens sont venus nous voir pour nous dire bon, c'est bon, là, vous avez fait votre petit truc. Votre cinéma. vous allez revenir pour le Canada. Et là, j'ai fait ah non. J'ai dit, rappelez-vous-en bien, parce que c'était la dernière fois. C'est pas parce que je veux m'en vanter, mais j'ai quand même cette fierté de dire que la vie, elle nous a placé une autre carrière qu'on ne s'attendait pas. Hein, on ne s'attendait pas à être en France. Elle nous a offert sur un plateau d'argent une carrière en France. Et je pense que c'est grâce à cette visualisation encore. Tu sais, en fait, quand tu visualises quelque chose et que tu t'assures que ça va se passer comme ça, la vie, elle fait de la place à ces opportunités-là. Et après, c'est à toi à prendre cette route-là ou pas. Quand vous gagnez, du coup, j'imagine que c'est l'hymne bulgare qui résonne. Ouais, après, là, il n'y a pas... Oui, je pense qu'il y avait eu peut-être qu'il y a eu... Ben oui, je me rappelle même pas s'il y avait eu... J'étais tellement sous choc que je me souviens pas trop. Il n'y a pas un peu une pointe de... Je sais pas si c'est de la frustration, mais de se dire, en fait... ils n'ont pas réussi à voir qui on était derrière les contrariétés politiques. Non, j'avais que... Ouais, tu t'en fichais. Non. C'était pas que je m'en fichais. J'étais juste content, en fait, de montrer que j'étais capable de le faire, en fait, ailleurs. Et ce qui est curieux, c'est que c'est mon père qui était dans l'organisation, parce qu'étant donné qu'il est dans les... c'est mon père qui donnait les prix.
qui donnait. Donc, toi, c'est tout ça, c'est notre relation, mais parce ça a toujours été un peu mélangé. Et donc, mais il pouvait plus dire, là, c'est des résultats organisés, c'est un panel organisé, c'est des juges qui sont choisis par les comités mondiaux. Il y a pas d'organisation tu vois, je veux dire. Et donc, que mon père nous donne le résultat quand on arrive finaliste et tout ça, c'était plus ça que je me rappellerai tout le temps. Ces tensions-là politiques, est-ce que ça a créé des tensions dans ta famille aussi, dans ta pratique, de dire moi je veux faire de la danse et je veux gagner, ce sera sans le drapeau canadien. Enfin, comment ça s'est interprété aussi de ton côté? Ben, en fait, c'est vrai qu'il y a eu un moment donné que ça a été compliqué pour mes parents, la relation, d'une certaine façon, non, parce qu'on l'a toujours protégé, notre relation. Mes parents, il y a des moments qui se sont un peu exclus de mes entraînements, de mon coaching, parce qu'ils voyaient qu'il y avait trop de choses qui se mélangeaient et que, donc, mes parents, ils ont quand même toujours préservé cette relation. Mais oui, quand j'ai commencé à prendre des décisions par moi-même et dire, je veux plus ça, en fait. C'est plus la compétition. C'est vrai que ça a pas passé super bien. Et à un moment donné, j'ai dit, mais en fait, on va pas commencer à s'embrouiller pour des choix de ma propre vie. Si j'ai envie de le faire, ça me met pas une croix sur les autres choses. Je veux dire, je m'en vais pas non plus. Je venais en France. Je veux dire, je m'en venais pas dans un pays en plus on parle la même langue, même si ça reste que c'est pas si loin, c'est pas si compliqué, c'est ce que je voulais dire, même si ça l'a été. Même si c'est toujours compliqué. On pense que c'est pas compliqué, mais finalement, c'est quand même des cultures différentes. C'est quand même des cultures différentes. Moi, je suis arrivé ici en me disant, non, mais ça va être facile et tout ça. Non, c'est pas si facile. Tu me le dis en off, l'arrivée en France, c'est surtout un départ du Canada, mettre un point définitif, un point final là-bas. Non, parce que moi, ma vie, en fait, tu sais, étant donné que ça a été compliqué pour moi de me créer un cercle d'amis, de vraiment avoir ce truc où est-ce que j'étais accepté. Donc, de quitter ça, c'était une grosse rupture pour moi. Et ça s'est pas fait tout de suite parce qu'au début, on a fait Danse avec les stars, on est retourné au Canada. Ensuite, on a fait Danse avec les stars. Il y a eu la tournée. Ils ont commencé la tournée Danse avec les stars, donc on est resté pour la tournée. Et après ça, il a commencé à avoir Dépendance. Et après ça, il a commencé à avoir les tournées des TTF1. Et après ça, ben là, on avait de plus en plus de contrats. Et à un moment donné, ben là, je pense qu'on va être obligé d'habiter ici. Et ça a été là la grosse. En fait, j'ai fait c'était comme une rupture, en couple. J'ai vécu la même chose. J'ai vécu un deuil complètement. Je me rappelle, j'étais en pleine tournée Danse avec les stars, et alors que j'aurais dû passer du très bon temps avec mes potes. En fait, je vivais une peine d'amour, quoi. Ça a duré au moins 2 mois. Au moins 2 mois avant que je puisse dire OK, c'est bon, je vais venir habiter en France. Ça y est, je suis prêt. Mais parce que j'ai eu la réalisation aussi de me dire, en fait, c'est ça que j'ai voulu toute ma vie, de pouvoir vivre de la danse. C'est quoi les chances, en fait, que tu peux avoir de vivre de ta passion, de vivre de ton sport. C'est une chance extraordinaire, en fait, de pouvoir avoir ces opportunités-là, en fait, qui s'offrent à toi. Et donc, mais ça vient aussi avec... Et puis tu l'as pas fait tout seul. Tu avais ton petit porte-bonheur avec toi. J'avais mon petit porte-bonheur avec moi, mais tu te dénies de ça. Et, mais tu sais, tout grand rêve vient aussi avec un côté plus difficile et une vie familiale souvent qu'on met de côté, une vie sociale aussi souvent qu'on met de côté. C'est pour ça qu'il faut le faire par passion. Il ne faut pas juste le faire pour la notoriété. Là, je ne parle pas de nous sur Danse avec les stars, mais il y a une nouvelle génération qui aime bien cette notoriété, et il faut faire les choses par passion. Il faut faire ces choses parce qu'on les aime. Et à ce moment-là, en fait, tu comptes pas les heures. Tu les comptes pas les heures quand tu es passionné, tu es content d'être où tu es. Et voilà. Admiration. C'est vrai parce que je me suis souvent fait demander, c'est pas tout à fait lié, mais c'était qui tes idoles? Tu vois, on demande beaucoup ça. Je réponds toujours, mais sans vraiment savoir. Parce que bizarrement, au même titre que je suis pas quelqu'un qui est nostalgique, on dirait que je peux aimer les choses, mais je suis pas
j'idolâtre pas Ouais, t'as les pas gens. la fanatitude un Non. peu. Ce que j'admire comme personne, sans nécessairement avoir de mots, c'est les gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à continuer d'être passionné. Et si je peux donner un nom de quelqu'un qui est passionné, c'est Jean-Marc, tu vois, qui a Jean-Marc Généreux, qui est absolument passionné par ce qu'il fait. Et en fait, des fois, même c'est d'un positif extraordinaire que pour moi, des fois, je me disais, mais tu sais, à l'époque où est-ce que j'étais pas bien, quand t'as quelqu'un qui est ultra positif, tu sais, t'arrives comme en genre Oui, de contradiction t'as un peu avec... cet effet de recul parce ouais. que, oula, mais moi, je suis Ouais. dans un mauvais mood, là. Ouais, c'est ça. Faut pas que je le contamine. C'est ça. Et donc, mais ça m'a beaucoup appris à justement, c'est pas lui en fait qui a tort, c'est peut-être moi en fait qui dois faire des ajustements. Et c'est plus ça que j'admirais. Des gens qui sont passionnés, qui restent passionnés et que peu importe en fait les difficultés, ils vont être là pour les gens, ils vont être présents pour, ils vont faire des kilomètres pour venir te voir. À la frustration. Je pense que j'en ai eu beaucoup de frustration, mais je pense que c'était de pas me faire comprendre, que les gens soient pas capables de se mettre à ma place d'une certaine façon, parce que j'ai vécu beaucoup de frustration quand j'étais très jeune, et c'est par des adultes. Et c'est là que c'était frustrant, que ces adultes-là, ils me voyaient comme un adulte, ils ne voyaient pas comme un enfant. Ils ne voyaient pas qu'ils blessaient un enfant. Ils ne blessent pas mon père ou ma mère, ils blessent un enfant. C'est un enfant, en fait, que tu es en train d'attaquer gratuitement. Ouais. Mais tu sais, on le voit aujourd'hui, ça se passe encore. Hein, on le voit dans plein de trucs, dans d'autres pays, etc. On s'attaque à des enfants pour faire mal à des adultes. Mais en fait, on se rend pas compte, c'est hyper frustrant, en fait, de voir ce qu'on peut faire subir à des enfants. Ouais. Ils n'ont pas conscience, en fait, de ce qu'ils peuvent faire vivre aux autres. Ouais, ça, c'est probablement ma plus grosse frustration, en fait, de ne pas m'être fait comprendre plus jeune et que finalement, j'ai été toujours un peu en rébellion à l'adolescence et à l'âge adulte. Ces gens, ils ont jamais compris ce qu'ils avaient fait jusqu'à se dire que peut-être qu'ils t'ont présenté des excuses, tu vois, jamais. Non. Ouais. Non, et t'en jamais. attends ou pas? J'ai fait mon deuil un peu avec ça. Je pense que moi, ma plus belle leçon, c'est de plus y retourner. Qui voient mon succès à travers les réseaux sociaux. Et en fait, je le vois aujourd'hui qu'ils ne se rendent pas compte parce qu'ils m'envoient des messages sur Insta, sur Facebook. Parfois, ils commentent et je me dis, mais franchement, vous êtes culottés quand même. Sur un Foxtrot, Véronique Dicker et son partenaire Christian Millette. Tu l'as dit, tu as 42 ans. Ouais. On connaît peu parce que la danse, c'est un sport qui est devenu plus populaire avec Dals en France, mais qui est quand même assez fermé dans son milieu. Donc moi, je connais quasiment pas de danseurs qui ont dépassé la quarantaine, on va dire, à part Jean-Marc, mais bon, c'est un autre niveau. Qu'est-ce qui t'attend maintenant ? Alors ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui m'attend? Parce que c'est vrai que la plupart du temps, les carrières, ils se terminent beaucoup plus tôt. Donc, j'ai quand même beaucoup de chance de pouvoir continuer à danser. Maintenant que je travaille aussi dans le développement personnel, j'essaie d'aller mélanger un peu mes compétences en danse avec tout mon apprentissage du mouvement avec le développement personnel. Là, c'est pour ça que j'ai commencé à créer Danse ta vie. Et là, j'essaie de vraiment faire tranquillement une transition vers... parce qu'on m'a toujours demandé, est-ce que tu veux avoir ton école de danse? Mais mon école de danse, en fait, je l'ai déjà vécue à travers mes parents. Donc, je l'ai déjà eu, mon école de danse, d'une certaine façon. J'ai enseigné pendant des années à l'école de danse de mes parents. Donc, mon école, je l'ai eue bizarrement, mais avant de faire toute ma carrière. Donc, c'est pas quelque chose, en fait, qui me fait rêver. Et j'ai vu toutes les difficultés, surtout aujourd'hui. La danse, c'est pas non plus... c'est surtout après le COVID. Les gens n'ont pas toujours assez d'argent pour faire les activités. La danse, au fur et à mesure, ça commence à coûter cher. Surtout la danse en couple, faut que tu trouves une partenaire ou un partenaire. Les compétitions, donc ça coûte quand même assez cher. Donc, c'est probablement, ils vont essayer de trouver un sport qui coûte moins cher. Donc, la danse est de moins en moins populaire. Donc, c'est pas ça qui me... Donc, c'est pour ça que là, j'essaie de faire un truc qui est plus, on va dire, hybride avec tout ce que j'ai fait depuis ces dernières années, avec tout ce que j'ai appris. Et j'essaie de mettre ça justement avec le bonheur,
mon parcours, c'est qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis heureux de mettre ça au service des gens avec comment se mettre en mouvement, comment le bonheur dans le mouvement, comment se réapproprier son corps, se recentrer. Ça, c'est avec Danse ta vie. Ouais. Et ça consiste. Enfin, c'est quoi exactement? C'est la boîte que tu as montée? Ouais, c'est ça. En fait, c'est le bonheur dans le mouvement, Ok. on va dire. C'est plus, je vais sur la quête du bonheur, de se mettre en action. Donc, c'est dans ta vie, mais c'est aussi pour dire, parce que moi, mon médium, c'est de danser, mais de se mettre en mouvement, constamment se mettre en mouvement, de toujours être en action, de pas s'immobiliser, même si on a une routine et qu'on a un boulot stable, on a une famille stable, de quand même avoir ce truc où est-ce que on va continuer d'apprendre, on va continuer d'être passionné par quelque chose, de se mettre en mouvement. Et en fait, c'est ça qui va faire en sorte qu'on va rester vivant et qu'on va rester heureux. Parce qu'en fait, on peut avoir souvent un boulot qui est pas celui qu'on souhaite, mais du coup, il faut se mettre en mouvement aussi à l'extérieur. Et on peut s'impliquer aussi à l'intérieur avec des nouvelles relations, avec des gens, la façon qu'on communique. Il y a plein de choses, en fait, qui peuvent faire en sorte qu'on se met en mouvement et qui peut nous faire ressortir quelque chose de plus heureux. Et donc, c'est ça que j'essaie de faire avec... Donc, j'essaie de le faire... là, ça fait depuis janvier que j'ai créé ça, de se réapproprier ses émotions, de diffuser ses émotions aussi à travers le corps. Toi, tu danses encore, tu fais les tournées avec Dépendance. Alors, en ce moment, je crois qu'elle est en pause. Là, on est en pause, on recommence. Donc, on a réannoncé la suite de cette tournée. En fait, on aura une vraie tournée officielle qui partira à partir de avril. Un nouveau spectacle, du coup. Alors, c'est le même que celui qu'on avait là, Bonne Nouvelle, la comédie musicale. Donc, on est rendu en comédie musicale. Je suis hyper content aussi parce que c'est mon premier rôle de comédie. Ouais. Oui, et tu avais envie en plus d'aller sur ce terrain-là, donc c'est chouette. Ouais, j'ai étudié pendant quelques années aussi en comédie. Au début, c'était juste si jamais il y a une audition qui arrive, puisque j'étais quand même bien dans ma carrière de danse et tout ça, mais je voulais vraiment étudier ça. Ça m'a permis d'étudier les émotions, de pouvoir comprendre même beaucoup de choses. Et aujourd'hui, en fait, j'ai un des premiers rôles sur la comédie musicale, donc ça me fait vraiment un plaisir que Maxime, qui a créé la troupe, pense à moi pour ce rôle-là et qu'il l'adapte aussi pour moi. Et là, du coup, on repart à partir d'avril 2026 pour ça. La danse, ça fait encore partie de ta vie et je pense que ça fera partie à un moment. Malgré tout, c'est vrai que tout cet aspect haut niveau, professionnel peut-être, enfin, c'est pas le mot parce que dans Dépendance, c'est du professionnel, mais en tout cas, haut niveau compétition, c'est terminé. Ouais. Quel regard t'as sur toutes ces années, sur le chemin parcouru aussi et ce que ça t'a appris dans la vie, tu vois? Beaucoup de choses. En fait, ça m'a appris à me battre pour ce que je voulais avoir. Ça m'a appris à... Je pense que le mot, ça serait résistance. Je pense que ça m'a donné beaucoup de résistance aux défis, aux challenges que la vie peut te réserver parce qu'il y a des très, très gros points forts. Tu as des grosses montées d'énergie, d'adrénaline. Mais souvent, en fait, tu as des grosses descentes aussi. Et c'est ça que les gens ne voient pas nécessairement. La plupart du temps, ils voient que la pointe de l'iceberg. Et encore, en France, on nous voit, par exemple, à la télévision, mais ils ne voient pas comment on l'a créé, cette carrière-là, comment on est arrivé sur une émission de télévision. Donc c'est vrai que je pense que c'est plus la résilience, la résistance, comment me battre pour pouvoir avoir ce que je veux et que tout est possible parce que je pars quand même, si je me rappelle justement d'il y a 21 ans, d'une période où est-ce que j'étais vraiment pas bien psychologiquement et que, sans vouloir être dramatique, mais que je pensais même un jour pouvoir en finir. Et donc, et là, me retrouver dans un autre pays, être bien, vivre en France, d'avoir fait 10 ans de Danse avec les stars, qui est exceptionnel sur une émission, qui m'a donné une notoriété, de travailler dans d'autres milieux, de pouvoir aujourd'hui coacher des gens. Et donc, du coup, tu me dis, mais c'est quand même dingue à quel point j'ai eu un revirement complet de 180 degrés et plus, on va dire, parce que c'est encore plus que ça, mais parce que je me suis battu pour ça. Et donc, on n'est jamais juste coincé dans une situation. En fait, on a toujours l'impression qu'on est coincé à quelque part, mais finalement, il y en a des issues. Il y en a des issues. Il faut juste chercher
il faut juste chercher aussi quand que la tempête est finie, c'est ça aussi. Souvent, en fait, on est en mode panique, on ne sait plus quoi faire et c'est là que on fait des mauvais moves. Mais si ça peut m'avoir appris vraiment quelque chose, c'est ça. La résilience et plus récent, la patience. Le COVID aussi, tu sais, d'attendre 2 ans, pouvoir reprendre et de dire qu'est-ce qu'on va faire, de préparer des choses en attendant et de ne pas savoir que peut-être on redansera plus, tu sais, avec toute cette crainte-là. Donc, la patience aussi, ça nous a appris beaucoup. Donc, voilà. J'ai grossi la question, mais... Non, c'est très bien. On s'était déjà rencontrés pour mon ancien podcast pour parler de ton amitié avec Denitsa. Ouais. À ce moment-là, j'avais un peu la sensation que t'étais pas 100% libre dans ce que tu disais. Tu te mettais un peu des barrières, etc. On était là pour parler d'amitié, donc bon, à la limite, c'était OK. J'ai pas forcément creusé. Depuis, il s'est passé plusieurs choses. Notamment, t'as révélé publiquement ton homosexualité. Mais au-delà de l'homosexualité, t'as aussi pris la parole sur d'autres sujets, sur des questions de harcèlement, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as envie d'assumer ce que tu as vécu et qui tu es en tant qu'humain au-delà du danseur? Ouais, c'est que je me suis rendu compte que je me mettais moi-même des blocages dans ma vie. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler vraiment sur moi il y a très, très longtemps, j'avais beaucoup de choses à régler et ça devait se faire en étapes. J'ai fait mon coming out officiellement avant d'arriver en France. Donc, ça fait l'année dernière, les gens ils pensaient que j'avais fait mon coming out, mais non, ça fait longtemps que j'ai fait mon coming out, mais c'est juste que au fur et à mesure... oui, les gens savaient, mais c'était pas public. Voilà, parce que je me rendais compte qu'il y a quand même des gens qui ne le savaient pas, même s'il y a des gens qui le savaient, mais c'est pas tout le monde qui le savait. On m'avait quand même dit à un moment donné, fais attention, tu es dans un programme familial, sur ce que tu poses sur tes réseaux sociaux, etc. Les gens, ils veulent quand même garder cet esprit famille, ils veulent pas savoir ce que tu fais. Est-ce qu'il y a aussi un esprit de la danse, c'est des danses de couple, et donc il faut que les deux partenaires donnent une image d'être ensemble? Oui et non, parce que je pense que de toute façon, j'ai jamais vraiment mis ça en avant dans mes relations avec mes partenaires. Mais on m'a pas dit ça sur Danse avec les stars. C'est vraiment quand j'ai commencé à être sur mes réseaux sociaux. Il y a personne, pour le coup, sur la production qui m'a parlé de ça. Et tu vois, même là, aujourd'hui, ils font des couples homme-homme, tout ça. Non, c'est vraiment, en fait, c'est par rapport à qu'est-ce que tu vas projeter sur les gens, que c'est pas nécessairement tout le monde qui est ouvert à ça. Et les gens, ils veulent croire que souvent, ils vont idolâtrer un peu les danseurs ou les célébrités et ils veulent garder ce côté un peu... mystérieux. Voilà. C'était ce côté mystérieux. Mais au fur et à mesure, en fait, ce côté mystérieux, c'était devenu un peu toxique pour moi. Bah oui. Et du coup, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était de moi à moi, en fait. Parce que ça n'a lien avec personne d'autre. Et j'avais peur de ce que les gens pouvaient penser. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, écoute, peut-être, j'ai eu cette occasion... un ami à moi qui a justement le réseau Paint qui m'a dit, j'aimerais ça que tu nous racontes un coming out. J'ai dit, en fait, j'ai jamais dit. J'ai dit, je peux te raconter mon coming out, mais je veux dire, publiquement, je l'ai jamais dit. Donc, il dit, alors du coup, est-ce que tu veux... Mais du coup, c'était pendant la saison dans avec les stars. La saison passée, je trouve que c'était pas le moment. Il y avait beaucoup de friction à l'intérieur de la saison. Et je voulais pas qu'on se serve de ça pour que ça devienne du potinage. Et donc, j'ai dit, OK, on va attendre un peu. Et donc, il y a exactement 1 an, parce que c'est là qu'on a sorti le podcast. J'ai dit, OK, pour le mois des fiertés, je vais le faire. Et je savais pas trop. J'étais content du résultat parce qu'ils m'ont vraiment fait c'est vraiment une belle vidéo que j'ai eue. Et pour le coup, j'ai vraiment parlé avec mon cœur, avec le recul que je pouvais avoir, avec un peu mes craintes quand même de ce que les gens pouvaient en penser. Et j'ai eu que des retours positifs pratiquement... à 99%. Après, les retours négatifs, c'est ceux dont malheureusement tu as l'habitude sur les réseaux. Ouais, puis franchement, encore, c'est sur les gens qui lisent pas et qui regardent pas. En fait, ils lisent un titre d'article qui est un peu fabriqué. Et donc, du coup, je me dis, bon, les gens, ils savent pas, en fait. Donc, c'est pas grave. Et donc, je me suis rendu compte de l'impact positif que ça pouvait avoir parce qu'il y a quand même eu des gens qui m'ont dit bravo. Des gens qui ont 50, 60 ans, en fait, qui gardent encore ça. Et en fait, ils se disent, ah ben, on se rend compte que c'est quand même possible de le faire plus tard. Et au fur et à mesure, en fait, ça m'a complètement libéré et c'est vrai que c'était peut-être le dernier petit truc, en fait, pour m'aider à m'ouvrir complètement. Je pose pas plus de trucs. Tu sais, je veux dire, j'ai pas. Oui, mais en fait, t'as pas besoin. C'est juste que je pose pas plus de trucs par rapport au fait que je suis gay, mais juste le fait que
je n'ai plus besoin de penser à qu'est-ce que je dois poster ou comment je dois le dire ou comment je dois le faire, ben moi, ça m'a libéré complètement. Et c'est ça que j'avais besoin. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai enregistré avec plusieurs athlètes ouvertement LGBT et souvent, c'est pas tant pour eux qu'ils le font, c'est surtout pour permettre à des jeunes, notamment, de se dire ben j'ai le droit d'être qui j'ai envie d'être, d'aimer qui j'ai envie d'aimer, etc. Toi, le message, il est un peu différent. C'est tu l'as d'abord fait pour toi. Ouais. Et c'est même pas tant des jeunes enfin, peut-être qu'il y a des jeunes qui t'ont écrit, mais en tout cas, ceux qui t'ont marqué, c'est ceux d'un certain âge qui ont vécu avec peut-être un secret toute leur vie. Ouais. Et de voir que toi, à 40 ans, t'es pas vieux, hein, mais tu assumes, je sais pas, c'est pas le bon mot, mais en tout cas, qui dit ouvertement que t'es homosexuel, et ben, ça va les aider eux, alors qu'en fait, on pense souvent, bah, c'est vrai, aux nouvelles générations, de se dire c'est les nouvelles générations qu'il faut aider, mais en fait, il y a aussi des anciens. Ben, en fait, c'est évidemment, parce que je travaille aussi avec le harcèlement scolaire, je travaille avec d'autres causes, et je travaille, du coup, avec les jeunes d'une certaine façon. Je travaille pas avec les jeunes pour tout ce côté-là. Ouais. Je travaille avec les jeunes pour qu'ils s'identifient comme ils veulent s'identifier. S'ils ont je fais des exercices par rapport à leur différence. Je parle jamais de sexualité parce que c'est pas ton sujet. C'est pas mon sujet. Mais je parle du harcèlement et je parle de la différence et je parle de l'acceptation de soi. Et ça, c'est hyper important. Et quand tu t'acceptes en tant que de jeune, tu vas t'accepter beaucoup plus facilement à l'âge adulte. Le problème avec les adultes de notre génération, je vais m'inclure, même si c'est de la génération d'avant encore, c'est qu'en fait, ils n'ont pas pu passer par là. Et donc, du coup, sont encore dans la recherche de l'acceptation de soi. Et c'est drôle parce que quand j'ai commencé à travailler avec les enfants sur la prévention du harcèlement scolaire, c'est ma mère, en fait, qui m'a dit, tu sais qu'en fait, tu pourrais faire la même chose, exactement la même chose avec les adultes. Tu as juste besoin de changer ton vocabulaire. Et c'est vrai que j'ai fait un exercice et je me suis dit, mais en fait, les adultes d'aujourd'hui, c'est les enfants d'hier qui n'ont juste pas guéri de ça. Oui. Et en fait, finalement, on a les mêmes réactions, on est les mêmes tempéraments, tu vois. Des adultes frustrés, fâchés, c'est des enfants qui faisaient des crises, tu vois. C'est la même chose. Et je me suis dit, ben, si je peux avoir un discours un peu plus adulte et qui peut regrouper plus les adultes qui n'ont pas eu cette chance quand ils étaient plus jeunes, ben, il n'est jamais trop tard, en fait. Bah ouais. Trop bien. Mais en tout cas, ça fait plaisir de te voir plus libre dans ta tête et dans tes baskets aussi, parce que j'avais vraiment eu ce sentiment où il y avait des choses, tu n'avais pas forcément envie d'aller sur ces terrains-là. Et c'était OK, hein, c'était ton droit. Mais en tout cas, c'est plaisant aussi de voir qu'aujourd'hui, tu es mieux dans ta tête et dans toi. Oui, puis tu sais, on parlait de frustration, le mot frustration, mais j'avais encore des frustrations. Frustration d'avoir quitté le Canada, frustration j'étais pas encore à 100% bien dans ce que je pouvais dire. Et puis je me suis rendu compte que c'était moi-même, je veux dire, je me mettais moi-même des limites. En fait, on peut mettre ça sur le dos de n'importe qui. À un moment donné, c'est à toi à faire les changements nécessaires pour pouvoir être bien, avoir une santé mentale aussi. Et ça ne veut pas dire qu'on peut toujours se guérir, mais au moins d'aller voir quelqu'un qui peut nous aider. Et puis, c'est nous, en fait, qui peut prendre les décisions. Il y a personne finalement qui va choisir pour nous. Hein, donc, je suis content d'avoir fait ces choix-là. Je suis content que tu l'aies remarqué surtout. Bah, non, mais si ça se voit, c'est vrai. 2 dernières questions. Si tu pouvais changer de vie avec un athlète, quel que soit son sport, sa pratique, etc., le temps d'une journée, tu choisirais qui et pourquoi? Wow, ça c'est une grosse... Pour la sensation d'aller aux Olympiques, par exemple. Tu sais, un Teddy Riner qui a allumé la flamme olympique, ça c'est... et même de gagner ses médailles d'or avec tout l'estrade qui est là, même si c'est un sport qui est complètement différent, ça, c'est vraiment... c'est un truc que je trouve dommage, en fait, que la danse sportive se soit battue et pas pour les bonnes raisons, finalement, pour pouvoir se faire accepter dans ce monde-là, mais finalement que c'est devenu... Ça a créé cette friction et en fait, on s'est égaré. Mais en fait, je me mettrais dans une position comme ça de quelqu'un qui a gagné une médaille, un Léon Marchand, en fait, qui a vécu un truc extraordinaire. De voir cette dose d'amour, quand tu arrives dans le stade, tu vois, quand tu as gagné ta médaille d'or, ça, je l'ai quand même touché un petit peu d'une certaine façon quand j'ai gagné
j'ai fait mes finales au Canada. Mais juste pour en rajouter une petite couche, ça serait quand même quelque chose que j'aimerais juste voir la sensation, juste voir qu'est-ce que ça donne. Vibrer comme ça, juste. Juste voir qu'est-ce que ça me donne. Parce que, tu sais, tu travailles tellement fort pour ce petit moment, en fait. C'est fois 1000 parce que t'as la fatigue, t'as l'effort, et tu vois juste toutes les années, en fait. À qui est-ce que tu aimerais passer le relais pour faire la même chose que toi, pour témoigner dans Tribune et Podium? Ah, Guillaume Cizeron, en fait. Ma passion. Ouais. Parce que c'est quelqu'un qui est... alors, je le connais pas bien, mais d'amis, je le connais. Et en fait, j'ai vu beaucoup de choses sur lui. Et en fait, il y a une paix intérieure, en fait, il y a un truc qui est très différent du sportif. Il y a un truc qui est très en paix dans un monde qui est très bruyant. Oui. Et je trouve ça très intriguant, en fait, d'avoir cette... je me doute que c'est peut-être... c'est sa personnalité et que peut-être à l'intérieur, c'est pas tout rose. Mais je trouve ça quand même assez incroyable d'être capable de rester quand même aligné à travers cette cohue olympique, sportive. Puis tout ce il a vécu. Et tout ce qu'il a vécu. Ils ont vécu avec ses partenaires. Donc, peut-être que je te transférerai. Écoute, avec grand plaisir. Franchement. J'essaierai de te donner le contact. Merci beaucoup pour ce temps-là avec moi. Je suis ravie de t'avoir retrouvé pour cet épisode sur Tribune et Podium et de te retrouver heureux dans le sport, dans ta vie et tout. C'est trop cool. Merci beaucoup. Merci Solène. Merci d'avoir écouté cette histoire de sport et d'émotion. Cette aventure, je veux la vivre avec toi, tel un supporter prêt à clamer ton bonheur et parfois tes peines. Ensemble, nous allons vibrer plus fort et pour ça, je compte sur toi pour t'abonner à Tribune et Podium sur ta plateforme d'écoute préférée. Je suis très curieuse de savoir quel athlète tu aimerais entendre dans ce podcast, alors dis-le-moi en MP sur Instagram, sur le compte Tribune Podium, ou tout simplement en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. On se donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir des histoires humaines dans Tribune et Podium. Écrivons ensemble notre histoire sportive. Ciao!